Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. 55 départements toujours en vigilance orange aujourd'hui. Météo France ne prévoit pas d'amélioration immédiate et le grand froid pourrait perdurer jusqu'à ce week-end. Aucun dégel n'est attendu dans la journée. Les températures cet après-midi resteront négatives, comprises entre -2 et -5 degrés. De quoi faire chauffer les radiateurs. La consommation d'électricité a déjà atteint un record historique hier. Et s'il n'y a pas eu de blackout, c'est grâce aux barrages comme celui de Grandval, même s'il produit 20 fois moins d'électricité qu'un réacteur nucléaire type EPR. Dans le mix énergétique d'EDF, on va dire, donc il y a une grosse part de nucléaire qui permet de faire la base. Et ensuite, on a l'hydraulique qui permet notamment, à travers toute la souplesse d'utilisation, de passer les pointes de consommation quand on en a besoin. Avec un réservoir de 220 millions de mètres cubes encore plein aux 2/3, l'usine de Grandval permet d'envisager sereinement les semaines à venir. La consommation d'électricité atteint des records ces derniers jours, nous venons de le voir. Conséquence directe, les prochaines factures vont flamber. Le Secours populaire du Nord lance un SOS grand froid, un appel aux dons destiné à soutenir celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se chauffer. La cheminée ne suffit plus pour chauffer la salle principale. Depuis plusieurs jours, Alain a été obligé d'installer des radiateurs électriques d'appoint pour maintenir une température supportable. Et si que je ne mets pas le gros radiateur de 2000 watts, la température chute directement à 14-12 degrés le matin. Alors, je suis obligé de remettre le chauffage, de le pousser au maximum, comme le deuxième qui est à bord, et celui-là de la cuisine automatiquement. Évidemment, la facture de 90 € qu'il paye tous les 2 mois risque de monter en flèche lors de la prochaine échéance. Et ça va à peu près devenir à 200-300 € pour 2 mois. Parce que je suis obligé automatiquement de me priver pour pouvoir payer le courant. Parce que comme j'ai 2 congélateurs qui sont pleins, malgré tout que je calcule d'avoir tout ce qu'il nous faut, tout ça pour moi et ma fille et ma femme. Et automatiquement, si que j'ai une coupure de courant, comme dire l'autre, bonjour et des go. Ce matin, Alain a rendez-vous au Secours populaire du Nord. Sans emploi, avec 800 € de ressources mensuelles, sa principale inquiétude reste le froid et les factures à venir. J'ai dû rechauffer tous les conduits avec un chalumeau pour pouvoir rajouter jusqu'à la cuisine. On se retrouve dans le besoin. Au niveau de l'eau, je ne peux pas le payer. C'est ça que je risque d'être coupé et ça passait par le tribunal cette fois-ci. Davantage de permanence, des mises à l'abri et un appel aux dons. Le Secours populaire lance un cri d'alarme, un SOS grand froid. Le grand froid, en tout cas, accentue des conséquences de la précarité. Et comme je le rappelle, ce grand froid, est écrasant, physiquement, psychologiquement et du coup économiquement, quoi. Donc on lance un appel aux dons. Des dons qui commencent à parvenir au Secours populaire, un cri d'alerte pour tenter de passer un hiver déjà très difficile. Le froid peut tuer. Dans le Vercors, un musher espagnol a eu de la chance. Il a été sauvé grâce à ses chiens. Son cocker est resté près de lui et l'a protégé. Le reste de l'équipage a, pour ainsi dire, alerté les secours. Vassieux en Vercors, la Mecque du chien de traîneau. Ici, les mushers s'entraînent pour les grandes compétitions. C'est d'ailleurs pour préparer les championnats d'Europe que Grégor est venu de Pologne. Et c'est lui qui a sauvé en pleine nuit par -20 degrés un collègue espagnol de 53 ans, Mian Armengol. Soudain, j'ai vu revenir ces chiens sans lui. Ils sont venus vers ma voiture, il n'y avait personne sur le traîneau, c'était pas bon signe. Je suis retourné sur le circuit qu'on avait fait le matin et à 2 km, je l'ai trouvé dans une position anormale, il était inconscient. Après avoir marché 3 km, il est tombé donc sur le musher inanimé, allongé dans la neige, et avec à ses côtés son petit chien cocker, chien de compagnie, qui veillait sur lui. Voilà. Ce sont les aboiements du cocker qui ont guidé Grégor dans la nuit et dans la forêt auprès de son maître inerte. L'homme a fait un accident vasculaire cérébral, il a été héliporté en pleine nuit vers l'hôpital de Grenoble. Aux dernières nouvelles, il est en bonne santé et n'aurait pas de séquelles, mais c'est un miracle. Sans ses chiens, il serait mort. Le fait que les chiens soient revenus, c'est logique, ça se fait tout le temps, ça? C'est systématique, ouais, surtout si jamais la personne est tombée inconsciente.
C'est sûr que les chiens n'ont pas reçu d'ordre, donc ils ont continué, donc ils sont revenus à leur domicile, si je dirais, à leur point de départ. Et ça nous arrive souvent. Lorsque nous on perd notre traîneau, on les retrouve au point de départ systématiquement. Ou alors ils reviennent si jamais on les appelle. Mian Armengol est un champion connu. Il parlera longtemps de cette aventure avec son copain polonais. Le Duroc est bien le seul bateau à naviguer sans problème sur le canal de la Moselle ces derniers jours. Normal, c'est un brise-glace. À l'aide de ses 300 chevaux, il ouvre un passage aux péniches et autres embarcations. Lorsqu'il y a des bateaux qui sont coincés, comme ça se passe en ce moment, on passe le brise-glace pour casser la glace, elle est libérée, leur permettre de partir du port ou de manœuvrer dans le port pour aller au chargement ou déchargement. Mais si le froid persiste, certaines voies pourraient être fermées à la navigation. C'est en toute discrétion qu'Éric Woerth est arrivé ce matin au tribunal de Bordeaux. L'ancien ministre et ex-trésorier de l'UMP devrait être mis en examen pour financement illégal de partis politiques. Il est soupçonné d'avoir touché des sommes d'argent supérieures au seuil autorisé par la loi pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Éric Woerth devra répondre des accusations formulées par l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt, qui parle d'une remise d'argent d'un montant de 50 000 €. C'est un peu la valse des ambulances en Haute-Savoie. L'hôpital d'Annemasse et de Bonneville ne font qu'un désormais. Ils emménagent dans le tout nouveau centre hospitalier Alpes-Léman. Une opération délicate pour les malades gravement atteints du service réanimation. Quant aux urgences, il ne restait plus personne hier, ou presque. J'arrive ici, mais je ne pouvais pas savoir que j'allais être dans le déménagement et qu'à une demi-heure près, je n'aurais pas été ici, mais à fin de rôle. Donc je suis le dernier, tant pis pour moi et tant mieux pour eux, je ne sais pas. Objectif officiel de ce regroupement d'hôpitaux, rendre chaque service plus performant. On commémore aujourd'hui un sombre épisode de l'histoire de France. Il y a 50 ans, la police parisienne réprimait une manifestation anti-OAS. Cette répression a fait des dizaines de blessés et 9 morts autour de la station de métro Charonne. Une manifestante se souvient de cette journée cauchemardesque. 50 ans ont passé depuis, mais pour Denise Bonazzi, la manifestation du métro Charonne reste un souvenir très douloureux. Le 8 février 1962, cette mère de famille, infirmière à Brousset, avait décidé, comme des milliers de personnes, de défiler contre l'OAS et pour la paix en Algérie. Mais à son arrivée, les organisateurs du cortège donnent l'ordre de se disperser. Et à la surprise générale, la police, dirigée par Maurice Papon, charge. Je lève la tête, je dis qu'est-ce qui se passe ? Et là, on voit des formes noires. Parmi la tête, il y avait plein de gens, plein de manifestants ou de passagers. Par là, c'était noir de monde. Et cette forme noire qui courait vers nous, avec un mouvement comme ça, c'était des bâtons. C'est la panique. Denise se retrouve entraînée dans un café tout proche où viennent s'entasser les manifestants qui fuient les policiers. Ça tapait de tous les côtés. Et hurlements, des gémissements aussi par moments. C'est affreux. Et puis, ils ont amené un homme qui était inanimé. Il avait l'arcade gauche complètement défoncée et son œil était arraché qui pendait. 9 personnes, dont 3 femmes, périssent ainsi, étouffées dans la bouche du métro Charonne ou à la suite de fractures du crâne. Leurs obsèques donnent lieu le 14 février 1962 à une gigantesque manifestation silencieuse. La manifestation de Charonne a été un véritable tournant de la guerre d'Algérie parce qu'elle a permis d'accélérer les négociations politiques entre le gouvernement français et le GPRA. Elle a permis aussi, bien sûr, de montrer la force d'une opinion publique qui a pour la première fois véritablement pesé sur le cours de la guerre d'Algérie. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés, mettant officiellement fin à 8 années de guerre. Elle n'a que 16 ans et déjà l'éloquence d'une grande avocate. Alma Adilon Lonardoni vient de remporter le concours national de plaidoirie présidé cette année par Lilian Thuram. Cette lycéenne de Saint-Symphorien-sur-Coise dans le Rhône accusait l'État de ne pas respecter la dignité des personnes âgées. Les conditions de vie en maison de retraite que je dénonce ne s'appliquent heureusement pas à tous les établissements. Mais ceux dans lesquels on pourrait s'attendre à un minimum de respect, lorsqu'ils ne sont pas hors de prix, affichent bien souvent complet. Lilian Thuram a remis le premier prix du concours national de plaidoirie, un voyage à New York, à l'ONU pour Alma Adilon Lonardi. Cette lycéenne de 16 ans a défendu la cause des personnes âgées, souvent maltraitées dans certains établissements. Son titre, « Il fait si bon vieillir ». Vivre des situations qui font que, par exemple, de par le manque de personnel dans certaines maisons,
encore une fois, sans généraliser, qui font qu'on est un peu soigné à la va-vite et on n'a plus le temps d'être soigné humainement en fait. Toutes les 4, elles avaient été lauréates au final régional. Alma a été retenue avec 13 autres candidats venus de toute la France pour plaider au mémorial de Caen devant 1500 personnes. Elle a vraiment un talent d'écriture, Alma, et du coup, tout ce qu'elle ressent, elle le fait passer par les mots et c'est vraiment époustouflant, quoi, parce qu'elle n'a pas besoin d'en faire trop. On l'a vu d'ailleurs quand elle est passée, elle joue pas sur le pathos. C'est le 3e prix national décerné à un élève du lycée Champagnat depuis 2008. Le professeur d'histoire prépare chaque année 2 classes à ce concours de plaidoirie. Le talent d'Alma est là, il n'y a pas de doute. C'est elle qui a écrit le texte et même si on l'a retravaillé ensemble, c'est elle qui l'a pensé, qui l'a mis en forme. Ensuite, moi j'ai pu intervenir pour l'aider au niveau de l'oral. Voilà, mais c'est un travail de collaboration. Ça ne peut fonctionner que quand on a comme ça une jeune qui est disponible, ouverte et talentueuse. Et la demande d'Alma est claire. Je demande à ce que maison de retraite ne soit plus synonyme d'hospice ni de mouroir, mais de lieu d'accueil solidaire et fraternel. Je demande la dignité. Après un mois de fermeture, la Galerie des Machines de Lille à Nantes accueillera de nouveau le public le week-end prochain dans un nouvel univers quasi surnaturel où les végétaux côtoient des plantes mécaniques découvertes en avant-première. Il suffit de franchir la porte qui fait passer d'un monde à un autre monde. Ici, c'est comme un beau jardin où l'on fait d'étranges rencontres. Une taupe foreuse, un membre acide. Voilà de quoi réconcilier l'homme avec la nature. L'ambiance va complètement changer. Je pense qu'il faut perdre les références à la façon dont fonctionnait la galerie avant. On est dans un autre monde. L'approche des objets sera pas différente. L'approche du sujet sera différente. On n'est pas là pour faire la conversation avec les faits. C'est un voyage dans le temps, aller 130, 140 millions d'années. On est là pour apprivoiser la bête, pour s'asseoir, pour toucher, pour observer. Ce ne sont pas des œuvres à contempler, mais à pratiquer. Là, je m'installe sur un ascensionneur. Ça va me permettre de traverser les branches de l'arbre héron, enfin plus tard quand il sera installé. Mais ici, d'observer la maquette avec un point de vue à 8-10 mètres de haut pour avoir une vue plongeante sur la maquette et la galerie des machines. La maquette, c'est cet arbre, justement, et même ce héron qui flottera dans le vent de la grande nef. On a envie de déployer cet univers fou de l'arbre héron. Finalement, la galerie a la dimension de ce projet pour le présenter, mais surtout pour l'étudier, faire des recherches autour du monde de l'arbre héron. C'est ce qu'on va s'employer à ça pendant 4 ou 5 ans. Et donc le contenu de la galerie va continuer à évoluer en lien avec l'atelier, exactement comme on l'a fait pour les mondes marins. Ici, tout est basé sur la construction mécanique. Et le rêve, c'est un lieu d'invention et de création qui doit servir à faire bouger les idées. Bien sûr, c'est ludique, comme cette plante carnivore. Elle a un piège en fait qui est une urne dans lequel elle va piéger les insectes qui vont venir et qui vont être attirés pour la butiner. Elle butine justement là où les plantes se déploient et bougent au gré des sollicitations. Et tout cela, c'est le fruit d'une savante passion. Tout de suite, votre édition des initiatives.